Williambilla, Queensland, 12 décembre 2022. Ce qui avait commencé comme un simple appel pour vérifier la disparition d'une personne allait devenir l'une des journées les plus sombres de l'histoire de la police australienne. 4 jeunes agents, Randall Kirk, 28 ans, Matthew Arnold, 26 ans, Rachel McCraw, 29 ans, et l'agent stagiaire Kelly Brogg sont arrivés dans une propriété isolée des Western Downs. Cheers. C'était calme, toujours. Juste une autre propriété rurale sous le soleil boursouflé. Mais quelques minutes après avoir marché sur le terrain, l'air a été déchiré par des coups de feu. Matthew Arnold et Rachel McCraw sont tombés presque instantanément, tirés sans avertissement de 3 attaquants lourdement armés. Ce qui a suivi était le pur chaos. La caméra usée du corps Randall Kirk a capturé toutes les secondes déchirantes alors qu'il plongeait pour se cacher. Hello. Hello. Hey buddy, what's the we got? He shot Rachel, I believe. I think she's dead. She shot him, I think. No, he's still walking. He's trying to walk around me. She shot him? Oh no, she shot at him. There's 2 of them. They've got Matthew's gun now. Dad. Now, mate, hang in there. What about the other 2? You got eyes on Keely and Matt? Matt's not moving. Rachel's not moving now. And Keely I haven't seen. And you're all pushing behind a tree? Yes, but he's walking over. There's 2 of them. Walking over towards you? Yeah. What do you want me to do? Mate, you got to look after yourself, buddy. All right, stay behind that tree. That's the only thing you got between him and her. And between you and him. Yeah. But you got long rifles? Yeah. Long rifle and Dylan's Matthew's pistol. Hang on, mate. Stay on the phone. If you got to drop the phone, look after yourself and look after yourself. Yep. They just camped up. Both of them. Mate, have you got any more trees behind you? Nah, not a lot. He's coming over. Il savait qu'il le traquait. Le cœur battant, les détonations de fusils de haute puissance déchiraient le silence encore et encore. Randall vit ce qu'aucun agent ne devrait jamais avoir à voir. L'exécution de l'agent McCraw à bout portant. Elle avait été blessée, continuait de se battre, continuait de parler à sa propre caméra quand sa vie fut fauchée. Should I run? Have you got trees behind you? You move trees back to the car? Yeah, maybe. Mate, do they know where you are? Yes, they do. Mate, can you, obviously scramble from tree to try and retreat out of there? I'll try. Are you able to try and do that? I can try. Want me to do that? They're coming, they're shooting. The other 2 officers. Épinglé et sans autre choix, Randall a fait son mouvement, sa caméra corporelle montrant le sprint désespéré sur un paddock ouvert, des balles donnant une saleté autour de lui, chaque pas un pari entre la vie et la mort. À 100 mètres de la voiture de police, 100 mètres qui devaient avoir ressenti une vie. You good? I think I'm being shot.
on here because of the firearm shots. Oh. Hello? Are you there, buddy? Yeah. Where do you want me to drive to? Yeah, well, there's two of them. I think I've been shot. I don't know where. They've got multiple shots on the window of the car, but I had to drive away a bit. I've lost the shoe. I've got blood on my face. I don't know where I've been shot. À la fin de cette journée, 3 vies innocentes avaient été perdues. Les agents Matthew Arnold et Rachel McCrow, ainsi que le voisin Alan Dare, venus simplement voir s'ils pouvaient aider. Les 3 assaillants furent tués lors d'un siège de 6 heures mené par des policiers spécialisés. Des incidents comme celui-ci rappellent brutalement la réalité derrière le badge. Le travail de policier ne se résume pas à faire respecter la loi. Il s'agit de s'avancer tête baissée dans l'inconnu, sans jamais savoir si le prochain appel sera une simple routine ou une menace pour la vie. Les agents doivent prendre des décisions en une fraction de seconde, sous une pression extrême, avec la sécurité du public et leur propre survie en jeu. Chaque contrôle, chaque coup frappé à une porte, chaque appel à l'aide comporte un risque. Cela peut n'être rien, ou cela peut être exactement ce qui s'est produit ce jour-là à Wayambilla, une embuscade qui ne laisse aucun temps pour réfléchir, seulement pour réagir. Et pourtant, il continue de se présenter, conscient des dangers. Conscient que dans des moments comme ceux-ci, la moindre hésitation peut faire la différence entre la vie et la mort. Non seulement pour eux, mais aussi pour les personnes qu'ils ont juré de protéger. Ce qui s'est passé à Wayambilla était plus qu'une embuscade. C'était un rappel de la ligne extrêmement fine que les agents franchissent chaque fois qu'ils revêtent l'uniforme. Le danger peut surgir sans prévenir. Et parfois, la seule façon de survivre est de courir droit à travers le feu. Le 19 octobre 2020, à Thornton, dans le New Hampshire, un incident terrifiant a été filmé par une caméra corporelle de la police. Ce matin-là, Ethan Freeman, 37 ans, avait été aperçu à l'entrée d'une école primaire locale, se plaignant de douleurs thoraciques. Une infirmière lui a apporté une assistance et l'officier Matthew Yao l'a même conduit dans un hôpital à proximité. Mais étrangement, Ethan est reparti sans jamais être admis. Quelques heures plus tard, les événements ont pris une tournure inquiétante. Un appel au 911 provenait de son propriétaire, signalant des dégâts à l'intérieur de la propriété. Lorsque l'officier Yao est arrivé, seul, ce qu'il a découvert semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Police department. Ethan, it's Officer Yao. You okay? Ethan, what's going on? Ethan. Hey, what's... There's everywhere. I need you to call the cops, the paramedics, and get me a rescue team right now. Ethan, it's Officer Yao from Thornton Police. Yes, come in here and get me to the hospital. What's going on? I have a that's bleeding out like a chicken, and I have a goddamn well, it's and I have a stick that's hard, that's not hard, that's something soft. Do you have any weapons on you right now? Yeah, let's go. Hey, what do you got? Get my hand. You got a problem with that? Hey, it's Officer Yao, dude. What's going on? You punch faggot. Hey, you know me. Hey, you know me, dude. What's going on? Hey, Ethan. Ethan, drop that. Ethan. Thornton 3, he is threatening my life. Ethan!
Received. I am the police. You know me. 3, Woodstock 6, copy that. I just saw you this morning, dude. It doesn't matter. I'm coming out to Well, why am I going to bring the paramedics then? come back and come in here. Hey, man. What's wrong with you? You Hey. You don't hear me talking to you like that. Plymouth, what's the road off 175, Mountain Laurel or Ethan. Mountainside? I am the cops. I'm not okay. Don't be like this, dude. Woodland Hey, Road. Covered in shit. I want to help you. What? I don't care what you want. I want to help you. Cunt faggot ass. Ethan, come on. What was the update? Paramedics now. I did call the paramedics. That he is threatening Yeah, PD. but they're not going to come over here if you're being like this. And 10-5, I'll be Ethan. Ethan. Where is he? Ethan, stay in there. Ethan, 3, I'm out. stay in there. Ethan. Ethan, stay back. Ethan, stay back. Ethan était nu, couvert de sang et dans un état de grande agitation. Il a menacé de tuer l'officier avant de passer par une fenêtre et de se précipiter sur lui. Malgré de multiples ordres de reculer, Ethan n'a jamais ralenti. Il continuait d'avancer. Et avec presque aucun temps pour réagir, l'officier Yao a dû agir de sa propre initiative. La prudence des spectateurs est fortement recommandée. 3, I'm out. Stay in there. Ethan. Ethan, stay back. Ethan, stay back. Stay back. Ethan, stay back. Ethan, stay back. Shots fired. Shots fired. Ethan s'est effondré et est décédé sur les lieux. Quelques mois plus tard, les enquêteurs ont jugé la fusillade légalement justifiée, estimant que l'officier avait des raisons de croire que sa vie était en danger immédiat. Ethan était désarmé, mais son comportement, sa taille et sa façon de se précipiter sur Yao ne laissaient aucun temps pour utiliser des moyens moins létaux. Cette affaire soulève encore des questions glaçantes. Qu'est-ce qui a exactement provoqué l'état d'Ethan ce jour-là? Et cette tragédie aurait-elle pu se terminer autrement? Nous ne le saurons probablement jamais, mais les images restent l'un des enregistrements de caméras corporelles les plus perturbants jamais filmés. Hey, get off her. 19 octobre 2024. Dans le silence de la nuit, une voix féminine perce à l'obscurité, une voix empreinte de peur, de désespoir et de volonté de survivre. Elle était en danger immédiat, à quelques instants de devenir une nouvelle victime d'un crime qui bouleverse chaque année d'innombrables vies. L'agression sexuelle est l'un des crimes les plus répandus et les moins signalés dans le monde. Les statistiques sont effarantes. Des millions de femmes en sont victimes, mais bien trop souvent, elles ne peuvent jamais parler, leurs histoires étouffées par la peur, la honte ou les menaces de leurs agresseurs. Cette nuit-là, cependant, était différente. Cette femme trouva la force de faire ce que tant d'autres ne peuvent pas. Elle saisit son téléphone et appela le 911 pour demander de l'aide, déguisant son appel en commande de pizza. Cet appel mit tout en marche. Les opérateurs transmirent à l'urgence. Les policiers dévalèrent les rues, chaque seconde étant un compte à rebours vers ce qui pouvait devenir irréversible. Lorsque la police arriva, leurs caméras corporelles enregistrèrent les instants qui suivirent. Hey, get off her now. Get off her now. Give us a channel. Thank God! Thank God! Get move. Don't you get move. Come here, come here. We're good. 21 seconds, clear channel. We're good, we're good, we're good, we're good. We're here, we're here. Thank you. Ils la trouvèrent effrayée, tremblante, mais vivante. Vivante parce qu'elle refusa de rester silencieuse. Ce sauvetage était plus qu'une simple intervention. C'était un témoignage de courage face à une pression inimaginable. Un rappel que même face au danger, il y a du pouvoir à parler, à refuser de laisser la peur décider du résultat. Pour les agents, ce fut l'un de ces innombrables moments où l'hésitation n'est pas une option. Le travail de policier est imprévisible et souvent dangereux. Une nuit, c'est une patrouille de routine. La suivante, c'est une course contre la mort pour sauver quelqu'un du danger. Ces situations se déroulent en quelques secondes, sans marge d'erreur, et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Cette nuit-là, le courage existait des deux côtés.
la femme qui passe à l'appel et les agents qui y répondirent. Et grâce à cela, elle ne devint pas une statistique de plus. Elle rentra chez elle. Certaines menaces se terminent menottées sous des gyrophares. D'autres glissent dans l'ombre, prenant le visage du folklore. Des légendes nées à une autre époque, désormais déformées en instruments de peur dans le monde moderne. Le 27 mars 2023, l'un des incidents les plus terrifiants jamais filmés par une caméra corporelle de police s'est déroulé à l'intérieur d'une école primaire chrétienne privée à Nashville, dans le Tennessee. La Covenant School, située dans le calme quartier de Green Hills, est devenue le théâtre d'une fusillade de masse qui a fait 6 victimes innocentes, dont 3 enfants de 9 ans et 3 membres du personnel. Le tireur a été identifié comme Aidan L., 28 ans, un ancien élève de l'école. Il est arrivé armé de plusieurs armes à feu, un pistolet de type AR-15, un carabine Kel-Tec et un pistolet Smith & Wesson. À 10h11, il a fait exploser un ensemble de portes vitrées et est entré dans l'école. Le premier appel au 911 a été passé seulement 2 minutes plus tard. À 10h23, les policiers intervenants étaient déjà à l'intérieur du bâtiment. Ce qui s'est passé ensuite a été capturé sur des images corporelles intenses, désormais rendues publiques. Kids are all locked down, but we have 2 kids that we don't know where they are. Okay. Okay? Yes, ma'am. Okay. Let's go! I need 3! One more! Let's go! Metro Police! Open door! On me! We don't know where he is! Metro Police! Open door! Bathroom, small bathroom. Clear. Next, let's go. Door, with me. Hold the door. Next. Check this. Open it, I got it. Bathroom. Let's go. Come out. Open the door right now. Let's go. Just move right. Cover left. I think it's upstairs. It sounds like it's upstairs. Go. On peut voir les officiers se déplacer rapidement dans l'école, fouillant les salles de classe et montant à l'étage, tandis que les coups de feu résonnent dans les couloirs. En quelques secondes, ils repèrent le tireur dans le hall. Des échanges de tirs éclatent et, en moins d'1 minute, le sol est jonché de victimes. Je ne peux pas vous montrer la partie la plus troublante de cette vidéo, mais croyez-moi, elle existe. Il existe d'innombrables extraits et recharges de cette même vidéo si vous voulez voir l'intégralité. Ce qui est le plus frappant dans ces images, c'est que du premier appel au dernier tir, seulement 14 minutes se sont écoulées. Les enquêteurs ont ensuite révélé que Hale avait minutieusement planifié l'attaque, laissant derrière lui des cartes, des écrits et ce qui a été décrit comme un manifeste. En 2025, les autorités ont conclu que la motivation était un mélange inquiétant de sentiments antichrétiens et de désir de notoriété. La réaction rapide de la police a été largement saluée et contraste fortement avec les interventions plus lentes observées lors d'autres tragédies, comme à Uvalde. Pourtant, les images jantantes de cette journée rappellent de manière glaçante à quel point un matin ordinaire peut basculer en horreur. Le 15 août 2025, à Port St. Joe, un incident troublant a été capturé par une caméra corporelle de la police. Tout a commencé avec ce qui semblait être une simple affaire de reprise de véhicule. Tequila Walker, âgé de 41 ans, était au volant d'une Ford Fusion blanche avec une plaque temporaire expirée. Lorsque les officiers ont tenté de l'arrêter, elle a refusé de se ranger, choisissant plutôt de circuler lentement dans la ville, zigzagant dans les rues et même sur les trottoirs. Pendant des heures, les policiers ont croisé à plusieurs reprises Walker. Elle était liée à plusieurs appels pour des accidents avec délit de fuite cet après-midi-là. Pourtant,
chaque fois qu'il la confrontait, elle refusait de rendre la voiture. Le sergent Morrison a même parlé avec elle pendant plus de 15 minutes, tentant de calmer la situation. Mais Walker refusait de coopérer. Puis, juste après 18 heures, la situation a dégénéré hors de tout contrôle. Put it down, ma'am. Put it down. No, ma'am. Put the knife down! Unlock the door! Drop the knife now! Drop it! Les officiers ont retrouvé Walker assise dans son véhicule, tenant un énorme couteau de type filet de 16 pouces. Ils lui ont ordonné de le lâcher, mais elle a refusé. Un adjoint du comté de Gulf a brisé la vitre passager et a utilisé un taser, non pas une, mais 7 fois. Pourtant, Walker est resté sur place, brandissant la lame vers l'adjoint depuis l'intérieur de sa voiture. Quelques instants plus tard, elle est sortie du véhicule, toujours en tenant le couteau. Puis elle a avancé. Drop the knife now! Drop it! Put the knife down! Oh, God, that was y'all had to taser. Y'all could have taser. Y'all had to Suspect's down. She got a taser. We did taser. Who shot? She came at me with a knife. What the did you expect me to do? Somebody call that. Les officiers ont crié désordre, mais alors que Walker avançait, le sergent Morrison et l'officier Lee ont ouvert le feu. Le couteau a été arraché de sa main alors qu'elle tombait au sol, et les policiers ont immédiatement commencé les premiers soins en attendant l'arrivée des services médicaux d'urgence. Miraculeusement, Walker a survécu après avoir été soignée pour 2 blessures par balle. Elle fait désormais face à plusieurs accusations, notamment agression aggravée contre un agent des forces de l'ordre et résistance avec violence. Cette affaire entière rappelle de manière glaçante à quelle vitesse une impasse apparemment lente peut se transformer en confrontation mortelle. Le 3 mai 2018, à Saint-Georges, dans l'Utah, un incident troublant a été capturé par une caméra corporelle de la police. Tout a commencé lorsqu'un appel au 911 a été reçu par le service de répartition. L'appelant n'a jamais parlé au répartiteur, mais en arrière-plan, on pouvait entendre des cris et des disputes avant que la ligne ne devienne soudainement muette. Les policiers ont localisé l'adresse et sont intervenus immédiatement. Lorsque le premier officier est arrivé, il a vu un homme, plus tard identifié comme Willie Mosher, saisir une femme par le cou et la taille, essayant de la traîner à l'intérieur de la maison. C'est à ce moment que la situation a rapidement dégénéré. Un grand berger allemand a soudainement jailli de la porte et s'est précipité directement vers l'officier. Ce dernier a à peine eu le temps de se dégager alors que le chien mordillait son bras avant de filer dans le jardin. Quelques secondes plus tard, un deuxième officier est arrivé. Et au lieu de se calmer, le chien a dirigé son agressivité vers lui. Let's get this dog. Shoot your dog! Grab him! Grab him! I shoot. Get the dog in the house. Champ. No, hey, don't touch Get the dog in the house before you shot. Les deux officiers ont essayé d'éviter l'animal, mais Mosher n'a fait aucun effort pour le maîtriser malgré les multiples avertissements de prendre le contrôle de son chien. Le berger s'est de nouveau jeté sur les deux officiers et c'est alors qu'ils ont décidé d'agir par eux-mêmes. You really shot my dog? Hey, sit down right now. Sit down right now. Sit down right now. Dog,
Sit down right now. Sit down. Sit down right now. I got you. Sit down got on the you. ground. Camera fell. You're lucky Bro, your dog you didn't shooting get my killed. dog, bro. No. We gave you plenty of opportunities to get that dog in Yeah, there. but I'm telling you. I just about shot your damn dog. Le chien a pris la fuite, mais a finalement été retrouvé et capturé en toute sécurité par le service de contrôle animalier. Pourtant, même à ce moment-là, les rapports indiquent que le berger montrait encore de l'agressivité, même envers un étudiant qui passait à proximité. À la suite de l'incident, la ville a examiné le dossier et a conclu que le chien était dangereux et devait être euthanasié. Un expert en comportement animal indépendant a ensuite été consulté pour donner une évaluation finale. Ces images ont déclenché un débat houleux. Alors que les officiers affirmaient n'avoir eu d'autre choix que de se protéger, beaucoup pensent que le comportement du chien était directement lié au manque de contrôle de son propriétaire. Et vous, qu'en pensez-vous? La violence envers les animaux dans des cas comme celui-ci peut-elle jamais être tolérée? Ou la véritable responsabilité revient-elle au propriétaire pour avoir laissé la situation dégénérer à ce point?